Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Charles Frémont, directeur du Tremplin. Salut, Comment vas-tu, Charles? Ça va très bien et toi? Ça va. Et je serai accompagné aujourd'hui de David, notre consultant expert plus. Comment ça va, Dave? Oula, c'est prétentieux de dire ça. Salut Charles, salut JB, ça va très bien. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Charles, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et dire ton parcours, d'où tu viens? Ouais, avec plaisir. Merci de me recevoir tout d'abord. Mon parcours est assez atypique pour quelqu'un qui travaille dans un sport business en France. Premièrement, sur la France parce que je suis Canadien et deuxièmement, pour travailler dans un sport business, je suis avocat de formation. Je suis toujours membre du barreau au Québec par ailleurs. Donc, c'est pas du tout le parcours qui était prédestiné pour moi de bosser dans la Sportitech. Avocat. J'ai gardé mon titre même. Je continue à payer mes cotisations. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Mais c'est surtout que, voilà, au Québec, on a un système assez différent de la France où le diplôme, la licence en droit et le master en droit, il faut le valider soit par le barreau ou la Chambre des notaires. Donc, voilà, c'est plus par assurance que je garde mon membership si jamais je retourne au Québec un jour pour que ce soit reconnu. Mais voilà, des études de droit à l'Université de Montréal et ici. Des grandes histoires au barreau ou pas du tout? Des grandes histoires au barreau? Ouais, non. T'as déjà eu des cas où t'as été juriste? J'ai fait peut-être le domaine de droit le plus ennuyeux de la Terre. J'étais en litige d'assurance. Donc, je représentais des compagnies d'assurance qui étaient subrogées, c'est un terme très juridique, dans les droits de leurs assurés quand il y avait des vices de construction d'immeubles, des trucs comme ça. Donc, des immeubles qui prennent en feu, des dégâts des eaux, tout ça, c'était mon quotidien pendant uniquement 6 mois. Et après, j'ai décidé que c'était pas pour moi. Ça t'a suffi 6 mois. Ouais. Finalement, ça t'a suffi. Ouais, ça m'a suffi. Voilà. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait 4 ans d'études très intenses dans les sciences juridiques. Mais c'était pas le sport tout de suite. En fait, c'était le transport tout d'abord, où j'ai passé 2 superbes années chez Bombardier au Canada, une société multinationale qui construit des trains et des avions. Et donc, j'étais juriste dans la division ferroviaire et donc j'étais surtout attitré au département de réponse aux appels d'offres. Donc, on répondait à des appels d'offres pour des projets de construction de métro, d'opération, maintenance de systèmes de transport collectif dans les Amériques. Et donc, j'étais le juriste attitré à ce département-là. Donc, je faisais de l'analyse de risque, etc. Et j'avais toujours été passionné par le sport. Je savais que c'était une vocation chez moi. Je voulais bosser dans le sport. J'avais aucun contact. J'étais au Canada. Et du coup, t'es venu à Paris? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Non, j'ai candidaté pour faire le master FIFA. J'ai été choisi. Et du coup, je suis parti en 2014 pour 1 an, 3 mois en Angleterre, 3 mois en Italie, 3 mois en Suisse. C'est 3 mois en Angleterre? Et 3 mois en Angleterre, c'était pas à Londres en plus, c'était à Leicester, qui ont gagné la Champions League, pas la Champions League, la Première Ligue, juste après que je sois passé. Donc, je me dis que je suis un peu superstitieux, donc j'ai peut-être eu un rôle. Non, donc. Et les 3 mois à Neuchâtel? C'est magnifique, Neuchâtel. Ok. Tu devrais le savoir d'ailleurs, mais c'est magnifique. Pour 3 mois, c'est parfait. Et ensuite, voilà, j'ai été à Lausanne pendant 2 ans et demi suite au Master FIFA, où j'ai travaillé dans une boîte de conseil stratégique pour des organisations sportives qui s'appelle Burson Conan Wolf, la division sport. Et donc, je faisais surtout du conseil pour des fédérations internationales qui cherchaient à se rapprocher du secteur public, notamment des villes qui étaient intéressées à acquérir leurs événements. Et aussi du conseil pour des villes dans leur stratégie de place branding et d'attractivité par le sport et les grands événements sportifs. C'est ce qui a fait que j'ai développé une certaine connaissance du secteur sportif, des grands enjeux du monde du sport. Et d'où le secteur public et le positionnement des villes. Exactement. Et donc, quand j'ai vu l'offre au Tremplin, je voulais un rôle qui était peut-être moins politique et me rapprocher du pratiquant, me rapprocher du fan, me rapprocher de l'athlète de haut niveau. Et donc... Et c'est comme ça que, donc, du coup, des études et de ces un stage ou boulot dans le sport, du coup, t'es rentré au Tremplin. Exactement. Et donc, je suis rentré au Tremplin en septembre 2017, tout d'abord comme responsable de l'accompagnement des startups. J'avais jamais rencontré une startup avant. Je savais pas du tout qu'est-ce qui compose pour nos le business. auditeurs, va falloir que tu présentes le Tremplin. Oui.
Oui, pardon, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'est le tremplin. t'as tout à fait Vas-y, raison. je te laisse le présenter. Donc, rapidement. le tremplin, pour la faire courte, on est une plateforme d'innovation dédiée au sport. Donc, la version simple de l'expliquer, c'est de dire qu'on est un incubateur de start-up. On est beaucoup plus que ça. En fait, le tremplin, on réunit 3 types d'acteurs autour d'un même écosystème qui sont évidemment les start-up, nos partenaires corporate privés et les institutionnels. Donc, les institutionnels... Mais à l'origine, c'était une volonté, enfin, si tu peux en parler un peu, là, je digressais, mais est-ce que c'était une volonté des pouvoirs publics, donc de la ville de Paris, Paris Senco, qui est son antenne, d'avoir une certaine attractivité du territoire pour Paris, ou est-ce que c'était avant tout une volonté privée avec les partenaires, ou est-ce que c'était les deux, en fait, c'est venu concomitant en 2014? C'est venu concomitant, c'est-à-dire que l'idée de base de créer un incubateur dans le sport venait de la ville de Paris et de l'INSEP, qui sont 2 de nos partenaires institutionnels. Le centre de la performance sportive. Exactement. Et donc, les 2 avaient l'idée de créer un incubateur pour start-up dédié au sport. À l'époque, c'était dans les premiers balbutiements de l'idée de candidature de Paris 2024. On était en 2014 environ. Et du coup, le stade Jean-Bouin il y avait eu une cérémonie d'inauguration de la construction du stade. Et au-delà de l'aspect stade, ils voulaient créer un véritable hub du sport français et parisien dans le stade. Et donc, ils ont eu l'idée d'y installer un incubateur de start-up. Et c'est là que la Ville de Paris a donné le mandat à Paris & Co. En fait, le tremplin, on n'a pas d'entité juridique. On est un des programmes thématiques de Paris & Co, qui est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Donc, on est indépendant. On est une association sans but lucratif. On est indépendant. On a votre objectif est vraiment de pousser le tissu économique social, enfin local, ou c'est d'accompagner les startups dans le domaine du sport? Voilà, nous pour le tremplin. Mais la mission de Paris & Co, je peux vous la dire texto, elle est très claire, c'est d'agir avec les entrepreneurs pour la transformation durable de la cité. Et donc, cette mission-là est décuplée dans 12 incubateurs ou 12 domaines. Le tremplin, on est dans celui du sport. On a le Welcome City Lab dans le tourisme. On a le Swave dans la fintech. Bref, je pourrais en nommer tout plein. Et donc, toi, tu es responsable maintenant, en étant directeur du tremplin, tu es directeur de la verticale sport pour Paris Senco, du coup. Exactement. Jusqu'à maintenant. Et là, il y a eu quelques évolutions dans les derniers jours, justement, qui m'amènent à prendre de nouvelles responsabilités tout en gardant la casquette du tremplin. Ok, d'accord. Et du coup, le tremplin, ça a été lancé en 2014? Oui, l'idée du tremplin ou l'annonce de la création du tremplin a été faite en 2014. En 2015, on a commencé à accompagner nos premières startups, une première promotion. Donc la première cohorte était de... Première cohorte sont arrivées au printemps 2015. Et cette première cohorte, justement, c'était très lié à la performance sportive du fait de ce lien à l'INSEP, ou c'était déjà dans une volonté de penser à des choses liées aux infrastructures sportives, au digital, aux fans, etc. Ouais. C'est une très bonne question. En fait, nous, le sport, on l'entend au sens très large au tremplin. C'est-à-dire qu'on touche à toutes les verticales du sport, que ce soit, comme vous l'avez dit, comme fans, les athlètes de haut niveau, les pratiquants licenciés, les pratiquants libres. Donc, on touche vraiment au sport au sens très large. Et en fait, nous, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ceux qui sélectionnent les startups, c'est nos partenaires. Et nous, on fait du sourcing de startups. Donc, l'équipe du tremplin, on ne fait pas juste que recevoir l'entrant en matière de candidature. On va sourcer aussi des startups, on va les chasser. Et on les chasse en fonction des volontés et des besoins de nos partenaires. Donc, aujourd'hui, on a 12 partenaires. À l'époque, au moment de la création en 2014-2015, j'étais pas là, donc je pourrais pas vous dire exactement avec combien de partenaires. Il y avait la Ville de Paris, il y avait l'INSEP, il y avait le ministère des Sports, le CNOSF, il y avait la Française des Jeux qui est là depuis le début et qui est toujours là aujourd'hui. Decathlon, non? Decathlon, ils sont arrivés en 2019. 2019, donc voilà. Récemment. Exactement. Okay. Il y avait Nike. Et donc, nous, dès 2015, la première promo, en fait, elle a été choisie par les partenaires qui étaient en place à cette époque-là. Donc, c'était pas uniquement performance ou clubs et associations. C'est très large. De Paris. Très large. Et au global, tu sens déjà des évolutions dans les besoins si tu prends déjà, on va dire, 5 ans, 5 promos, tu vois déjà une évolution dans les besoins des institutions? Bien sûr, on les voit dans les besoins des institutions. On les voit aussi dans le type de candidature qu'on reçoit au tremplin. Il y a des projets qu'on a sélectionnés dans le cadre de notre deuxième promo, notre première promo de start-up, qui aujourd'hui, on voit des structures qui ont exactement le même projet qui se crée
Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que au niveau de l'offre, c'est sûr qu'il y a des nouvelles idées à chaque année. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux business models. Il peut y avoir des projets qui sont très similaires, mais avec un business model différent, avec un go-to-market différent, avec des clients différents, malgré le fait que la techno est très similaire. Donc, ça, on ne dit pas non. Mais c'est clair que ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de l'offre, pas qu'il y a un épuisement, mais c'est vrai qu'après 7 promos une vingtaine de startups en moyenne par année, ça tourne un peu en rond. La créativité, il y a des limites parfois et on commence à la voir. Par contre, nos partenaires nous évoquent des nouveaux sujets sur lesquels travailler à chaque année. Je vous dirais que moi, quand je suis arrivé au Tremplin en 2017, le sport en entreprise était vraiment... presque tous nos partenaires nous disaient au-delà du cœur business qui peut être le sport ou non parmi nos partenaires, parce qu'on travaille avec PwC, on travaille avec la Maïf, on travaille avec la Française des Jeux, qui ont un volet paris sportif, mais pas que. Eux ont aussi des considérations d'avoir du bien-être auprès de leurs salariés et donc sont à la recherche de solutions qui vont encourager le bien-être, la pratique d'activité physique par leurs collaborateurs, etc. Donc oui, ça, on l'a vu, le sport en entreprise en 2017, c'était très, très, très... on était très sollicités pour ça. Maintenant, un peu moins, un peu plus sur des solutions, pas nécessairement le sport en entreprise, mais des thématiques plus larges comme le wellness. Connected fitness. Connected fitness, c'est clair que dans les derniers mois, avec le confinement, le fait que tout le sport est à l'arrêt dans les salles de fitness, les clubs, les associations sportives, on doit trouver plus de façons de faire du sport à la maison, par chez soi, donc sans matériel nécessairement. Donc oui, ça, c'est très en vogue en ce moment. Du coup, moi, on passe un peu à différentes questions et Dave anticipe toujours d'ailleurs nos questions. Bien joué, Dave. Vu que les différents partenaires ont des attentes différentes, est-ce que vos objectifs changent? Parce que du coup, tu représentes Paris Senco et le Tremplin. Est-ce que vos objectifs sont plus ou moins les mêmes et ils n'ont pas trop changé et c'est plus vous adapter aux partenaires? Ou est-ce que vous avez toujours la même feuille de route? Ou est-ce que, à vrai dire, à chaque cohorte, vous êtes plus ou moins flexible et vous changez, quoi? Nous, nos objectifs sont les mêmes au plan macro. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué, on a un positionnement associatif. On n'est pas lié à aucun fonds d'investissement. On n'est pas mono-corporate, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs organisations institutionnelles et privées. Donc, nous, le KPI principal, et ça peut sembler très large et très vague, ce que je vais dire est presque ésotérique, mais on y croit vraiment, c'est la valeur qu'on crée. Et la valeur qu'on crée pour le territoire parisien, le territoire de la métropole et le territoire français au sens plus large, parce qu'on a des partenaires avec le ministère des Sports, avec le CNOSF. Et comment tu la mesures, cette valeur, du coup? C'est une question qu'on se pose très souvent. Merci de me la poser devant une caméra. Non, mais j'imagine que tu as quand même des sujets où c'est assez concret, la création d'emplois, notamment. Oui. Tout simplement. Et après, effectivement, c'est par exemple, si tu amènes du bien-être aux gens, j'imagine que ça peut être un KPI qui est peu mesurable pour le coup, mais si tu amènes le sport en entreprise et il n'était pas là... Mais nous, quand on démarche une immense société comme Nike, qui est peut-être une des plus grandes marques au monde, dans mon pitch commercial pour dire vous devriez être partenaire du Tremplin, je leur dis pas vous allez vendre plus de paires de baskets à cause de nous. Mais par contre, vous aurez l'occasion de travailler sur des projets davantage liés au quotidien des Parisiens dans leur pratique du sport parce que vous allez être assis au comité de pilotage à côté de la Ville de Paris, à côté du ministère des Sports qui ont les mêmes priorités que vous, qui est de faire de la pratique sportive ou de la pratique d'activité physique une habitude quotidienne. Donc, tu leur donnes un peu du réseau, tu leur donnes un peu des feedbacks utilisateurs ou users de gens potentiellement qui vont utiliser, voire même de la veille un peu stratégique sur les tendances de demain, puisque comme tu es sur des early stage startups, du coup, c'est aussi ça pour eux qui peuvent venir voir au Tremplin. Exactement. Et nous, c'est ce qu'on leur dit quand on leur présente des startups dans le cadre de comités de sélection, de pitch. C'était la semaine dernière d'ailleurs. On leur dit toujours, n'évaluez pas si vous allez collaborer avec cette startup-là demain matin. Mais réfléchissez à l'idée. Après, faites-nous confiance pour les accompagner. Et d'ici quelques années, ça pourra devenir un partenaire intéressant pour vous. Laissez-les grossir. Exactement. Non, les accompagner. Laissez-les évoluer, laissez-les grandir et ensuite, et c'est ce qu'on remarque aussi, ça peut créer un effet déceptif chez les startups de dire « Ah, c'est génial, j'ai été pris au Tremplin. On est le premier incubateur de startups du sport en France. On est très réputé ailleurs en Europe et même dans le monde. » Donc, c'est quand même un grand gage de qualité pour une startup que de rejoindre notre programme. Et donc, elle pense que dès son arrivée, on va la présenter à Nike, on va
la présenter à Decathlon, on va la présenter à tous nos partenaires et qui vont signer des contrats. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce qu'on remarque, c'est que les premières années, les startups, ils peuvent avoir un petit effet déceptif de ce côté-là parce que je pense qu'elles sont assez satisfaites globalement de l'accompagnement qu'elles reçoivent. Mais c'est souvent 2, 3, 4 ans, même une fois que la startup n'est plus au tremplin, qu'elle va constater toute la valeur ajoutée qu'on a pu lui amener en termes de business. Oui, ce que tu dis est vrai parce que quand tu es dans une startup, quand tu l'as créée, ton business model, il est encore assez incertain en plus. Donc aller voir un grand groupe avec un business model un peu bancal, c'est aussi compliqué. Évident. Donc effectivement, et puis toi tu perds en crédibilité. Si demain tu vas voir je sais pas, Nike pour reprendre cet exemple, et tu leur proposes quelque chose, mais en fait ton business model il est pas le bon pour que eux puissent prévoir à t'intégrer, etc. Finalement toi tu te brûles les ailes en tant que tremplin et pour eux aussi. Bien sûr, c'est exactement ça. Vous avez reçu Omar El Zayat il y a quelques semaines sur le podcast, qui est mon ancien boss en fait, et qui est aussi un ami. Et Omar, bon, quand il me parle de son travail chez Paris 2024, qui me dit, et c'est ce que j'avais pu constater aussi quand je travaillais à Lausanne avec des fédérations internationales. JB, tu connais bien ce monde-là. C'est des sociétés ou des organisations qui sont risk adverse. Elles sont allergiques au risque. Il ne peut pas y avoir le moindre risque sur aucun de leurs produits. Alors à ce moment-là, évidemment, de collaborer avec une startup qui pivote très régulièrement, et c'est normal, c'est très compliqué. Alors, c'est pour ça que quand on travaille avec des Nike, des CNOSF, l'INSEP, c'est la même chose. Il faut leur dire, écoutez, laissez le temps aux startups de se développer, faites-nous confiance pour bien les guider là-dedans. Bien sûr, on les implique, ces partenaires-là, dans l'accompagnement des startups pour qu'ils partagent les réalités de leur secteur respectif. Il faut qu'ils aient un référent ou une cellule d'innovation qui leur permette aussi de comprendre et qu'ils fassent tampon. Et ça, on a appris aussi au tremplin depuis 2014, à bien enclencher des dynamiques partenariales en fonction qui doivent être les bons interlocuteurs qui sont en place pour mener à ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, qui doit être impliqué, qui ne doit pas être impliqué aussi, parce qu'il y a souvent des fonctions qui sont un peu plus freins dans les organisations. Donc ça, on comprend beaucoup mieux ces dynamiques-là, et quand on aborde un nouveau partenaire, un peu plus de valeur. Quoi. Exactement. Je voulais revenir à quelque chose, parce que tout à l'heure, tu as mentionné Paris et la France. Mais du coup, la compétition vis-à-vis des startups, et vu que étant mentor au tremplin, j'ai vu aussi que vous avez pas mal de demandes à l'international. Je voulais savoir un peu comment tu vois ça aussi. Votre rôle, vous, le tremplin, parce que tu parles de créer de la valeur. Est-ce que c'est que de la French Tech, à savoir, on n'aide que des startups qui viennent de France, ou est-ce que, on s'est vu à la Global Sports Week en début d'année. J'ai vu que vous refaisiez le tremplin Invest avec d'autres partenaires sur 2021. Ouais. Donc, comment vous positionnez vis-à-vis de l'international, les startups aussi internationales? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Donc, l'international au tremplin ne se limite pas qu'à mon accent. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a... Pas mal, ça. C'est pas mal. Bon pitch. J'en ai des bonnes taglines. J'essaie de les placer une fois de temps en temps. Non, en fait, le tremplin, on a un grand privilège où c'est pas un privilège, en fait, ça vient de l'audace de la ville de Paris et de l'INSEP à l'époque et de Paris & Co, du fait qu'on a été le premier incubateur ou accélérateur spécifique au sport en Europe. On a été créé à peu près en même temps que celui des Dodgers à Los Angeles. L'idée Même avant, ok, bon. Dodgers 2015. Exactement. Donc, on était peut-être même le premier au monde. Et du coup, on a toujours la réputation d'avoir été le premier à avoir été créé. Et donc, on a une vidéo corporate. Je vous encourage à tous les auditeurs d'aller la voir sur notre site du tremplin. Ça dure 2 minutes. Elle est très marrante. Mais c'est surtout qu'on voit la carte du monde en 2014 quand le tremplin a été créé. Et on était le seul picto avec maintenant celle en 2020 où juste en Europe seulement, il doit y avoir au moins 24, je pense qu'il y en a 24 plateformes d'innovation spécialisées dans le sport qui ont été créées et qui nous ont contactés. Donc nous, on a un positionnement vis-à-vis d'elles où on se dit, bon, avant de voir si on va travailler ensemble, on essaie de voir s'il y a vraiment de la qualité derrière et s'il y a un réel programme d'accompagnement et qui peuvent sortir des vraies startups qui vont créer de la valeur. Mais si c'est le cas,
on ne voit personne comme des concurrents et on échange. D'ailleurs, tu as assisté au comité de sélection la semaine dernière, JB. En fait, nous, on a une mission au sein de Paris & Co d'attractivité du territoire parisien. Et donc, pour l'attractivité, ça veut dire d'attirer des grosses boîtes, des grosses startups ou des scale-up à l'international qui identifient le marché français comme un marché à fort potentiel et de leur dire, nous, on peut vous accompagner sur le territoire français, vous aider à trouver votre product market fit. Donc, c'est à la fois grossir des startups françaises et les exporter. Et les accompagner et les exporter, mais c'est aussi intégrer des startups étrangères qui peuvent avoir une proposition de valeur pour Paris, pour vos partenaires. Exactement. Sachant que le volet startup française est de loin la priorité. Bien sûr. C'est-à-dire que nous... Oui, mais il peut y avoir une certaine émulation à travailler. Enfin, si tu es une early stage startup, d'avoir une scale-up ou une growth stage startup qui vient, du coup, tu peux aussi les voir et tu as des mentors, mais ça peut aussi être intéressant pour eux de voir comment ils se sont positionnés, comment ils ont créé leurs produits aussi. Exactement. Et nous, l'idée aussi, je parlais tout à l'heure du fait que dans l'offre Sportstech développée par les startups, pas qu'il y a un épuisement, mais on tourne souvent autour des mêmes sujets. On a au tremplin cette volonté et on a fédéré un comité d'alumni en fait depuis quelques mois pour travailler avec ces alumni pour fédérer davantage la Sportstech et faire en sorte que au lieu, quand on fait pitcher des startups devant une fédération sportive, on n'ait pas 15 solutions dont plusieurs sont une variation autour du même thème, mais qu'elles puissent proposer des offres packagées, qu'elles puissent... ensemble. Oui, qu'elles puissent fusionner aussi, même dans certains cas. Et donc, c'est un message qu'on pose de plus en plus. Et quand on a une scale-up internationale qui vient en France, qui va ouvrir une structure juridique en France, qui va recruter des Français, qui va payer ses impôts ici et qui va qui va amener une nouvelle solution sur le territoire français qui n'existait pas, parce que c'est clair qu'on ne prendra jamais une scale-up internationale qui vient concurrencer une start-up française, ça aide un peu tout le monde et ça aide à fédérer un peu la Sportstech ici autour de plusieurs offres et ça aide aussi les startups françaises à mieux connaître les marchés à l'international. À mieux se développer. Et donc... Moi, j'avais une question par rapport à ça. Là, on a parlé beaucoup de produits, offres, et il y a le côté après investisseur. J'imagine que c'est pareil, du coup, quand on parlait tu parlais du tremplin Invest pendant la Global Sports Week. Le but, c'est d'avoir des investisseurs français, européens et après vraiment à l'international, au global, qui vont s'intéresser du coup aux startups que vous représentez? Exactement. Et donc, dans le cadre du tremplin Invest, pour nous, l'idée, c'était d'avoir une plateforme, en fait, qui allait fédérer tous les acteurs européens ou internationaux de la Sportstech, donc les autres accélérateurs avec lesquels on travaille et on échange régulièrement. Et parce que tout le monde se regardait un peu en disant, on est sympa, tu vois, JB, tu as assisté à ces meetings-là à Lausanne, au Spot, c'est toujours très agréable, mais... On se regarde, on se dit « Ouais, c'est cool ce que tu fais, tu as des belles startups, mais après, qu'est-ce qu'on fait derrière? » Là, il y a toutes sortes d'idées, de programmes d'Erasmus, de startups entre accélérateurs européens. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on a tous des formats différents, en fait, ou des modèles différents. Nous, on a un positionnement associatif. Il y a London Sport qui a son hub qui s'appelle Sport Tech Hub, qui est très similaire, qui est une initiative de la ville de Londres et qui vise, par contre, à accompagner uniquement des startups qui sont dans la pratique sportive pour inciter les Londoniens à pratiquer davantage de sport. Donc, eux, on échange régulièrement avec eux parce qu'on a exactement le même positionnement. Par contre, d'autres programmes qui sont maqués uniquement du privé ou qui sont juste maqués à un fonds d'investissement, il y a moins de synergie de par nos positionnements respectifs, justement. Donc, le Tremplin Invest, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire rayonner Paris à travers la Global Sports Week comme étant la capitale de l'innovation dans le sport. De la tech en Et Europe. donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des partenariats avec 7 autres accélérateurs à l'international. Ils sourcent chacun une startup par un événement local qui est brandé Tremplin Invest Qualifier. Ça se fait dans les prochaines semaines, justement. Du coup, c'est un peu une compétition européenne où vous avez les meilleurs sur tous ces territoires. Parce qu'on a Sportech Tokyo, on a Stadia qui est aux US, on a Sportech Hub qui sont plus en Europe, à Londres. Voilà, et donc on a Colosseum qui est la footprint est vraiment internationale. Exactement. Et l'idée, c'est que chacun de ces 7 accélérateurs-là nous envoie une startup qu'ils ont préqualifiée.
En France, évidemment, on a 7 startups, donc la moitié des startups qui pitchent est française, dont 5 du tremplin, une d'Adoc Sport à Montpellier et une d'Outdoor Sports Valley à Annecy. Et donc c'est à travers ces préqualifications-là qu'on forme notre groupe de 14 startups et on organise le Tremplin Invest. Ce sera à la Global Sports Week du 1er au 5 février. L'année 2021. dernière, 2021, oui, okay. Pardon. En 2020, c'était justement au début février aussi. Là, on l'avait fait en physique au Carrousel du Louvre parce qu'on était dans un monde ancien où on savait pas trop ce qu'était un pangolin ou le COVID. Mais là, ça va être digital. Là, ça va être full digital, ce qui nous permettra de toucher des investisseurs vraiment de partout dans le monde et de montrer quand même 7 super boîtes françaises à des investisseurs qui viennent d'un peu partout. Et donc, c'est pour ça que oui, on amène aussi des startups internationales pour pitcher devant plein d'investisseurs internationaux, mais il y a aussi 7 startups françaises qui auront un véhicule à l'export extraordinaire à travers cette événement. Vous avez été pionnier en Europe, donc c'est quand même une belle réussite. Moi, je voulais revenir aussi sur les sélections. Et revenir un peu plus en France. Tu as parlé du fait que ça tournait un peu en rond, que ça s'épuisait. Vous venez de faire la nouvelle cohorte dans laquelle j'ai pris part en fait, au comité sélection. Je voulais savoir si tu pouvais un peu nous en parler. Alors, je sais que tu vas pas nous annoncer en avant-première qui a été retenu ou qui n'a pas été retenu. C'est pas ça l'idée, mais c'est juste nous dire un peu ton avis, comment ça s'est passé, comment tu vois les choses par rapport aux anciennes, par rapport aux nouvelles demandes, et comme on est en plein Covid, justement, comment est-ce que si ça a eu un impact ou pas Bien sûr. Tout d'abord, sur le fait qu'on tourne en rond ou qu'on a cette impression-là, ça ne se reflète pas dans les 20 startups qu'on a choisies. Ce sont des nouvelles idées et on est très enthousiasmé par cette nouvelle promo. Donc là, j'ai déjà dévoilé un teaser sur le fait qu'il y a 20 startups dedans. Une belle cohorte, 20 startups. Voilà. Ça fait beaucoup à gérer. Ça fait beaucoup, mais on a des bons mentors comme JB. On a une super équipe. On a des super partenaires qui sont investis. Donc, on a les capacités d'accompagner 20 startups par année. Ce que je peux dire sur la cohorte, donc voilà, on a quand même de nouvelles idées. On est très heureux de ça. On a aussi impliqué des fondateurs de Startup Alumni dans le jury cette année parce que justement dans cette optique de vouloir fédérer la sportstech et ramener les startups un peu plus ensemble, on a des alumni qui ont quand même qui collaborent avec plein de startups un peu plus jeunes. On pense à des MyCoach, à des Bisport qui sont passés par le tremplin, Johnny, Vogo. Ils sont très à l'affût de ces nouvelles technologies ou de ces nouvelles startups qui se créent parce qu'ils voient des partenariats potentiels et ça crée énormément de valeur pour la jeune. L'intégration aussi. Exactement, potentiellement aussi. Donc, on les a impliqués, ces alumni-là, et donc on a choisi aussi beaucoup d'idées qui plaisaient aux alumni sur justement des produits qui sont complémentaires aux leurs et qui peuvent aller créer davantage de valeur dans le cadre du développement d'une offre un peu plus holistique au profit de fédérations, au profit de collectivités. Oui, et puis ça peut les aider à mieux se structurer. Vous les accompagnez et en même temps, pour eux, c'est une proposition de valeur supplémentaire. Enfin, exactement. C'est totalement bénéfique. Et quelle est la maturité d'une startup qui veut rentrer au tremplin? Est-ce qu'elle est très early stage? Parfois, elle a déjà levé de l'argent. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On a deux types de programmes. On a un programme amorçage qui s'adresse aux startups qui ont un premier prototype, donc une phase bêta, si c'est une solution digitale, un proto tangible, un MVP, là, un minimally viable product pour un objet physique ou même une solution digitale. Et ensuite, ça, c'est le programme amorçage. Donc, tu as au moins ça, tu n'as pas de traction, tu as peut-être commencé à échanger avec quelques clients potentiels, mais sans plus. Ensuite, on a un programme décollage. Donc, le cursus, en général, c'est que les startups font 1 an en amorçage. Ensuite, une fois que tu as un peu de traction, tu passes en décollage pour 2 années. Et donc, c'est le cursus de 3 ans. Donc, nous, on fait de l'accompagnement sur la durée. On ne fait pas un accompagnement très serré sur 3 à 6 mois comme d'autres accélérateurs. Et vous avez des critères objectifs pour la différence entre amorçage, décollage? Faut qu'il y ait, par exemple, un annual minimum revenue, recurring revenue. C'est difficile de mettre des critères objectifs parce que, justement, vu qu'on adresse toutes les verticales du sport selon ton key target, c'est très difficile d'avoir les mêmes métriques. C'est trop éclectique. Exactement. Okay. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que décollage, il faut que tu aies un début de traction et amorçage, tu n'as pas de début de traction.
Donc, c'est-à-dire qu'une startup qu'on sélectionne en général, là, sur la 7e promo de 20 startups, je crois qu'on a 10 startups en amorçage et 10 en décollage. Donc, c'est quand même beaucoup plus early stage, Nav. Exactement. C'est quand même, ils sont pas trop sur des round series B ou... Et j'avais une autre question du coup, mais peut-être que j'anticipe encore dans tes questions, j'espère que tu m'en voudras pas. Non. Mais après, dans cet accompagnement, qu'elle soit early stage ou non, quels sont les besoins principaux de ces startups? C'est-à-dire, est-ce que c'est d'un point de vue financier où elles demandent d'être le plus accompagnées? Est-ce que c'est du côté plutôt orientation produit, market fit? Est-ce qu'il y a un peu un besoin commun finalement où tu te rends compte? Merci de répondre pour moi, JV, ça me permet de souffler un peu. Oui, non, mais il y a de tout. Il y a de tout, vraiment. Il y a de tout. C'est l'univers des startups. Bon, j'ai commencé en disant que j'avais jamais rencontré ou échangé avec une startup ou un entrepreneur avant d'arriver au tremplin. Bon, c'est un peu grossier parce que oui, j'avais déjà fait le truc, mais c'était pas du tout un monde que je connaissais bien. Je l'ai fait pendant 2 ans de l'accompagnement direct de startup. Je comprends très bien l'univers maintenant. Et sur les 2 ans, j'ai dû accompagner 80 startups différentes et c'était 80 cas différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes besoin d'accompagnement en tout cas. Exactement. Ça, c'est clair. J'ai jamais rencontré une startup qui a pas besoin d'accompagnement et on dit souvent, on fait des présentations sur la culturation au profit de nos partenaires et des trucs comme ça. On leur montre c'est quoi une startup, des trucs comme ça. Et ce qu'on dit, c'est que une startup, une fois que tu as ton premier MVP, si tu as honte de la première idée de proto que tu avais fait, c'est bon signe. Si tu n'as pas honte, c'est très mauvais signe en général. Donc oui, c'est l'univers d'une startup, ça pivote tout le temps, c'est agile et c'est ce que les gens admirent chez elle, mais ça peut aussi... engendrer de la schizophrénie parfois, mais non, mais c'est ça. Je sais que dans le early stage, enfin pour rebondir un peu sur ce que demandait David, sur le early stage, ce qui compte énormément plus que le prototype ou le produit ou même le business model ou l'étude de marché, c'est vraiment l'équipe. Oui. On dit souvent qu'une équipe moyenne avec un beau projet, ça risque de capoter, alors qu'une super équipe avec un projet moyen, ils vont le bonifier. Pour toi, vous avez une demande particulière vis-à-vis de vos partenaires ou du jury ou par rapport aux startups, même quand ils sont pris et que l'équipe est un peu bancale, ou comment vous regardez cette notion un peu de l'équipe de la startup? L'équipe, premièrement, dans les dossiers de candidature, on demande les CV des fondateurs. Après, sur une base de CV, même quand je reçois des candidats en entretien de recrutement, c'est très difficile de te faire une idée uniquement sur un CV. Donc, dans le formulaire de candidature, pour la première fois cette année, on a inscrit des questions un peu plus personnelles sur, par exemple, d'où vous vient votre intérêt ou votre passion pour le sport, d'essayer de voir on leur a demandé quel est un challenge que vous avez dû surmonter personnellement dans votre vie, pas nécessairement dans votre carrière, et comment vous y avez-vous pris. Okay. Pour nous, c'est le genre d'éléments de réponse qui nous permettent d'évaluer est-ce que la personne a un bon esprit entrepreneurial. Après, c'est pas tout donné. Oui. Quand on parle d'équipe, nous, ce qu'on regarde surtout, c'est la complémentarité des expertises au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'un projet ultra tech qui n'a pas de tech internalisé, ça, c'est terminé. On ne regarde même pas le dossier. Si tu as 2 business développeurs et pas de CTO, c'est un peu dommage. Exactement. C'est très compliqué. Après, il y a des cas qui nous font mentir. Aussi, des fondateurs seuls, on n'aime pas vraiment ça en général. C'est pour ça que tu m'as posé une question sur l'équipe et pas juste sur les fondateurs. Il y a une startup qui nous fait mentir au tremplin dont on est très fiers, qui s'appelle Airfit. Ils font des structures sportives connectées. C'est une startup qui est fondée par Pierre Paquin, qui est un ancien skieur de haut niveau. Et Pierre, il est arrivé dans le cadre de la 2e promo au tremplin, donc en 2016. Il était seul et aujourd'hui, il a réussi à monter une boîte qui est sur le seuil de la rentabilité, qui vend des structures partout en France, qui a fait des partenariats avec le Comité international olympique où ils ont envoyé des structures à Buenos Aires, à Lausanne dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. Et maintenant, ils sont quoi? Ils sont une 20-25 salariés. Donc oui, il y a des cas qui nous font mentir. Ça peut exister. Et tant mieux. Mais c'est rare. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Pour switcher, ça, c'est par rapport à vous, votre vision sur la nouvelle cohorte. Comment les partenaires se positionnent, ou est-ce que tu as vu une évolution? Tu parlais un peu tout à l'heure de ça sur le sport en entreprise, tout ça, mais aujourd'hui, les partenaires, c'est quoi leurs attentes ou par rapport aux nouvelles cohortes? Est-ce que ça a un peu changé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous disent en priorité ou...
ce qu'il faut savoir avant de répondre concrètement à la question, et j'y répondrai, il faut juste un peu comprendre la dynamique partenariale qu'on a au tremplin. C'est-à-dire que nous, les partenaires, on offre 4 briques de services, en quelque sorte, aux partenaires. Il y a un volet sourcing de start-up en fonction des problématiques qui nous font remonter. Il y a un volet acculturation. Quand tu dis sourcing, c'est que vous allez chercher proactivement les startups pour qu'après, elles candidatent au tremplin et qu'ils puissent avoir les... Ou est-ce que c'est juste vous leur envoyez un document en disant voilà les startups qui peuvent vous intéresser? C'est un entre-deux. C'est-à-dire que nous, on a une activité d'observatoire. Donc, on connaît les startups qu'on accompagne. Bien sûr, on en a maintenant avec la nouvelle promo, on va être autour de 135 startups accompagnées en 7 ans. Mais au-delà de ça, on a été missionné par le ministère des Sports pour créer un observatoire de la Sportstech où on référence, dans le cadre duquel on référence toutes les solutions Sportstech qui se créent en France. Mais on peut aussi le faire en Europe et éventuellement dans le monde. Donc, c'est un truc qui se construit graduellement. Là, on est plutôt pas mal sur le côté français. Donc, on a identifié autour de 625 solutions jusqu'à maintenant. Évidemment, les appels à candidature nous aident à faire remonter les nouvelles idées. On regarde ça avec humilité, bien sûr. On sait que ce n'est pas toutes les startups du sport qui candidatent chez nous, mais on a des softwares qui permettent une bonne compréhension aujourd'hui. Exactement. Donc, on a un mapping très important. Alors, c'est ce qui fait que les startups qu'on choisit, oui, ce sont les partenaires qui les choisissent, bien sûr avec l'aide de mentors comme toi, avec l'aide d'alumni, mais ça met moins de pression sur la proposition de start-up qu'on peut donner aux partenaires que de choisir absolument toutes les start-up qu'il faut choisir. Donc, nous, quand on parle de sourcing, c'est vraiment l'identification de solutions qui sont le plus pertinentes pour nos partenaires en fonction des besoins qui nous remontent. Donc, ça, c'est ça. Il y a un volet acculturation où on organise des ateliers. On le fait, par exemple, avec le CNOSF. C'est bien, ça. Oui. Non, mais je rigole, mais c'est hyper important pour nos auditeurs. Enfin, parce que dans les grands groupes, les gens, start-up, tout ça, les labs, c'est l'effet waouh, mais quand il faut travailler avec une start-up ou qu'il faut intégrer une start-up, c'est pas un supplier lambda. Enfin, c'est pas comme si on allait demander à Microsoft de délivrer une solution. Ils sont pas avec un CA de plusieurs millions. Ils répondent pas dans l'heure nécessairement. Et faut comprendre aussi la réalité de l'autre côté. Exactement. Et ça, on a développé cette compréhension-là de ce que tu viens d'évoquer, JB, avec le temps. Les premières années où le CNOSF était partenaire du tremplin, on faisait pitcher des startups devant des référents, des innovations, pas nécessairement des référents innovation. Le CNOSF a mis en place une initiative où chaque fédération doit identifier un référent en interne qui va piloter les sujets d'innovation. Mais c'est pas quelqu'un qui fait de l'innovation à temps plein, mais c'est quelqu'un qui doit s'intéresser pour le compte de la fédération à ça. Et donc, au début, on avait fait pitcher des startups devant des fédés. Bon, il y a des fédés qui sont beaucoup plus habitués d'échanger et structurés pour échanger avec des startups. Il y en a d'autres pour qui pas du tout. C'est une découverte. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est deux mondes qui se rencontraient. C'est un Chinois qui parle avec quelqu'un de la Creuse dans leur langue différente, ou parfois c'est comme un Québécois qui parle avec un Français aussi. Mais bon, ça c'est... Donc maintenant, vous faisiez tampon pour faire la traduction. Exactement. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant de faire des pitchs de start-up comme on peut en faire avec d'autres organisations qui sont beaucoup mieux structurées en interne, qui ont un département d'innovation, c'est qu'on doit éduquer, en fait, les référents innovation des fédérations sur qu'est-ce qu'une startup? Qu'est-ce qui distingue une startup de n'importe quel supplier lambda? Quels sont les bénéfices du digital? Parce que souvent, quand on parle aux fédérations, c'est des sujets qui sont liés aux clubs et associations sportives et donc qui sont gérés dans la très grande majorité des cas par des gens qui sont des bénévoles. Donc, ils ont les mêmes process depuis des années. Et donc, de leur dire, pourquoi vous ne remplaceriez pas votre tableau Excel où vous traquez un peu toute la gestion des chèques, des licenciés à chaque année par une solution développée par Joiny et qui digitalise tout ça. Et ça va vous simplifier la vie. Moi, c'est parce que en fait, je fais ça avec mon tableau Excel depuis des années. Puis oui, mais là, il y a le chèque qui est oublié dans le fond du sac de sport, qu'on renverse son Gatorade dessus. C'est absolument pas du placement produit pour Gatorade, ce que je viens de faire. Ils sont pas partenaires du tremplin, mais voilà, c'est ce genre de réflexion-là et qui est tout à fait naturel. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de freins à l'innovation. Donc, le volet acculturation, c'est un grand aparté pour dire que c'est important. Et ça, on le fait beaucoup.
Un troisième volet, c'est l'organisation d'événements d'open innovation pour nos partenaires. Okay. Donc, par exemple, on va avoir un partenaire, je peux donner l'exemple d'un truc qu'on avait fait avec Nike, par exemple, l'année dernière, où Nike a déménagé son siège social français de Saint-Ouen-l'Aumône aux Champs-Élysées. Et donc, ils sont passés d'un énorme complexe où il y avait des terrains de foot, il y avait toutes sortes de trucs où les salariés pouvaient facilement bouger, à un site beaucoup plus petit sur les Champs-Élysées où ils voulaient quand même inciter leurs collaborateurs à continuer à faire du sport. Donc, nous, ils nous ont donné leurs problématiques, dit l'espace dont ils ont à disposition en interne. Vous avez ouvert le stade de Jean-Bouin? Non, malheureusement, on n'a pas pu faire ça. C'est déjà un peu trop loin des Champs-Élysées pour que les gens de Nike viennent faire du sport le midi au stade Jean-Bouin et retourner sur les champs l'après-midi. Non, mais donc, en fonction de ces problématiques-là, nous, on a compris, un, manque d'espace, deux, ils veulent des solutions qui créent du lien entre les collaborateurs. Donc, nous, sur la base de ce brief-là, on est allé sonder nos startups en disant qui peut répondre à ce brief-là. Et là, on a organisé une séance. Vous avez fait une sorte de challenge ou un Exactement, contest. c'est ce qu'on appelle un reverse pitch où Nike est venu exposer en quelque sorte leurs problématiques, leurs contraintes, etc. Et ensuite, toutes les startups qui veulent y répondre nous disent « Moi, je veux y répondre. Je réserve un créneau de 30 minutes. » Donc, c'est des échanges avec Nike. C'est pas juste un pitch de 5 minutes et t'es parti. Et donc, ça, c'est le genre d'activité qu'on fait, donc l'Open Inno. Et le dernier volet, c'est sur ce qu'on appelle des projets un peu plus institutionnels. Donc, on n'est pas des lobbyistes, on ne sera jamais des lobbyistes, mais on a quand même des très fortes institutions qui sont sur notre comité de pilotage. C'est-à-dire les acteurs publics? Les acteurs publics, donc la Ville de Paris, le ministère des Sports, le CNOSF et l'INSEP. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs de nos partenaires qui sont chez nous parce qu'ils veulent aussi, ils ont des thématiques communes avec ces organisations-là. Okay. Nike a une priorité de faire du sport une pratique ou une habitude quotidienne des Parisiens. C'est évidemment une problématique qui est chère à la Ville de Paris, au ministère des Sports à l'échelle française et au CNOSF. Au CNOSF, surtout via les clubs et fédérations. Donc, comment nous, on peut fédérer un groupe de partenaires à collaborer avec des startups autour de thématiques communes. Travailler sur la même thématique. Okay. Exactement. Et dans tes partenaires, tu peux avoir des concurrents, entre guillemets, c'est-à-dire que là, tu parles de Nike, mais demain, tu as le droit d'aller voir quand même toi Adidas, ou vous avez qu'un partenaire par... on va dire silo. Ouais, j'aime pas dire qu'on est des silos parce qu'on les fait travailler ensemble, mais évidemment, on a une exclusivité avec Nike où ils ont pu identifier un certain nombre de concurrents qui ne souhaitaient pas avoir autour de la table, mais Nike et Decathlon peuvent être concurrents sur certains secteurs. Bien sûr, Pourtant, on les voit au comité de sélection, ils aiment bien échanger entre eux. Je pense qu'ils font face à la même crise actuellement comme tout le monde du sport et toute la planète du COVID. Donc, ils aiment bien échanger aussi sur évidemment sur off, mais sur leurs besoins, sur comment ils affrontent les challenges, etc. Mais sinon, à l'intérieur du groupe de partenaires du tremplin, on n'a pas vraiment de concurrents et au contraire, on cherche une complémentarité. C'est-à-dire que moi, je pourrais aller chasser des nouveaux partenaires puis en avoir 20, 25. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. L'idée, c'est d'avoir un groupe quand même complémentaire. Et c'est ce qu'on réussit à faire actuellement. Ouais, comme ça, vous avez une belle proposition de valeur aussi vis-à-vis des startups. Exactement. Qui vous permet aussi d'avoir des meilleures cohortes, quoi. Exact. Moi, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit qui m'intéresse parce qu'à la source, on est pas mal câblé sur le digital. Tu as mentionné l'aspect digital et en quoi c'était important. Je pense que c'est assez important. Bon, au-delà de la crise du Covid, du fait qu'on ait besoin aujourd'hui du digital pour continuer à garder le lien et engage les différents fans, consommateurs. Je pense qu'il y a quand même un besoin sur le digital aussi pour les fédérations qui voient la participation de manière historique. Enfin, pendant longtemps, tu sais, se licencier, c'était vu très post-Deuxième Guerre mondiale où ça passe par la fédération, les gens se licencient et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le sport, de manière générale, il y a de moins en moins de licenciés, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui font du fitness. Donc, si on parle en termes purement business, ils perdent des market share. Comment le digital et comment le CNOSF ou même leur fédération peuvent utiliser, ou est-ce que tu as des exemples au tremplin d'utilisation du digital pour justement essayer de toucher les nouveaux consommateurs, de toucher les jeunes, pour les amener un peu dans le giron, un peu plus traditionnel,
aussi qui font partie de vos partenaires. Et du coup, encourager à la pratique sportive, mais aussi à se licencier, à aller dans les clubs, plutôt que de rester sur Zwift ou prendre juste, j'ai rien contre Fitness Park, mais sur un domaine purement privé, tu vois. Enfin, c'est de ça que je me demandais, le lien avec le digital et la participation C'est une très bonne question et c'est un très bon point. Ce sujet-là est la pierre d'assise de notre partenariat avec le CNOSF, justement, où quand je parlais d'acculturation ou d'éducation, c'est beaucoup ça. Il y a une... Bon, c'est beaucoup moins le cas, hein, mais de par ce groupe de référents innovation qui a été créé par le CNOSF, mais il y avait une certaine idée que les startups étaient là uniquement pour ubériser la pratique sportive et du coup... Donc une certaine peur. Exactement, une certaine peur et de une incompréhension. Vous êtes des concurrents au cadre traditionnel, en fait. D'accord. Et au contraire, on a plusieurs, même une très grande majorité de startups qui touchent à des solutions pour les clubs et associations sportives. Qui sont totalement complémentaires avec leurs besoins. En fait. Qui sont tout à fait complémentaires avec leurs besoins parce que justement, c'est plus tous les jeunes qui ont le réflexe d'aller prendre une licence pour pratiquer du foot, pratiquer... Ou si tu leur demandes un chèque, c'est sûr qu'ils n'auront pas de chéquier, donc ils ne vont pas te l'envoyer le chèque. Exactement. Non, mais ça va être souvent les parents qui vont l'envoyer quand ils sont plus jeunes, mais sinon, s'ils sont pas plus jeunes, ben voilà. Mais si tu registres en 3 clics... Ce qu'on voit, je vais donner 2 exemples de start-up. Il y a MyCoach que j'ai cité tout à l'heure, mais MyCoach développe des solutions numériques pour le compte des fédérations qui permettent aux fédérations d'aller toucher tant les licenciés que les non-licenciés. Je donne l'exemple du partenariat qu'ils ont avec la Fédération française d'équitation, par exemple, où le volet licencié de l'appli va permettre à chaque licencié de suivre son parcours de licencié, suivre son entraînement, accéder à des contenus. Et d'accéder à des contenus, etc. Le volet non licencié va permettre d'accéder à ces contenus-là, justement, mais c'est du contenu qui va être certifié par la Fédération française d'équitation. Donc, la personne qui va faire une balade en cheval, je ne sais pas, je suis loin d'être un expert en équitation, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mes excuses aux auditeurs équestres, mais ce que je veux dire, c'est que, justement, ils vont s'assurer que le contenu est qualifié par la fédération, et donc, oui, il y a une proposition de valeur pour le non-licencié, et à force d'utiliser l'application, peut-être que la personne va se dire, ce serait peut-être que l'année prochaine, ça me tenterait, en fait, de prendre ma licence dans un club. Ça permet de cadrer, en fait, la pratique. Exactement. Et c'est la même chose pour une autre de nos startups qui s'appelle Sport et Rose et qui a fait un partenariat avec la Fédération française de natation. Sport et Rose, le principe est assez simple. Plus tu fais du sport, plus tu accumules des points et les points, tu peux les échanger contre des réductions. C'est comme un loyalty programme. Exactement. Okay. Et en plus, eux, ils ont 2 business models, un en B2B où ils vendent vraiment leurs solutions aux entreprises et un autre en B2C où toi, tu as Running Heroes que tu peux télécharger, Cycling Heroes. Exactement. Donc, ils ont vraiment toute la pratique pour le coup. Okay. Et là, ils ont lancé Swimming Heroes avec la Fédération française de natation qui cherchait justement une solution qui pouvait aller toucher des gens qui ne sont pas licenciés. Exactement. Et donc, ça permet aux fédérations... Ça garantit pas automatiquement que les gens vont prendre des licences, mais ça permet de sensibiliser des non-licenciés aux avantages d'être licenciés. Et c'est surtout que ça donne à la fédération une tonne de data sur des gens que s'ils prennent pas leur licence, ils connaîtront pas, ils auront pas dans leur funnel. Et puis ça va dans la tendance parce qu'aujourd'hui tu deviens moins licencié. Alors peut-être parce qu'on vieillit aussi nous, mais tu vas faire ton vélo, tu vas juste sortir ton vélo et aller faire du vélo. Tu vas courir, t'as pas besoin d'être dans un club pour aller courir. Tu vas faire ton foot, tu vas aller juste faire un urban avec tes copains. T'es pas licencié, donc en fait effectivement ça permet de cadrer vachement plus la pratique. Exactement. Après, oui, la pratique aussi s'est développée comme ça parce qu'il y avait des acteurs privés qui sont venus et qui avaient une proposition de valeur. Tu parlais des urbanes, voilà. Enfin, c'est facile pour réserver, tu as les douches, c'est facilement accessible. Donc, tu as plein de problématiques. Ils ont répondu à un besoin qui fait sens. Sur lequel il n'y avait pas de réponse avant. Ouais. Et du coup, on va finir parce que finalement, le temps passe super vite. Sur ça, en fait, sur ces problématiques, je voulais avoir ton point de vue et le point de vue un peu du tremplin sur... Paris 2024. Alors, je sais qu'il y a la Coupe du Monde 2023 dans le rugby, mais voilà, Paris 2024, ça touche tous les sports et donc tout le mouvement sportif français. Comment le tremplin se positionne par rapport à ça? Est-ce que vous avez un peu une vision, une roadmap avec vos partenaires, avec le mouvement sportif? Et c'est unique pour fédérer et puis pour pousser vos problématiques et pousser le mouvement sportif français.
c'est clairement unique d'accueillir les JO. Qu'est-ce que vous voulez en faire en fait? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc, nous, premièrement, on ne travaille pas directement avec Paris 2024. On se connaît très bien, on échange très souvent aussi. Bon, évidemment, vu notre proximité avec Omar, qui nous connaît bien sûr très bien. Mais au-delà de ça, c'est qu'on travaille avec tous les acteurs qui les entourent. Le ministère des Sports, le CNOSF, la Ville de Paris et l'INSEP sont partie prenante au projet. On a des partenaires privés comme la Française des Jeux qui sont partenaires officiels de Paris 2024 aussi. Donc, on sait déjà qu'avec la Française des Jeux, ils nous ont mis sur notre roadmap sur les prochaines années, qu'ils veulent trouver des solutions innovantes pour activer ce partenariat-là. Et donc, ils vont nous solliciter beaucoup et les startups pour justement trouver des nouvelles façons d'activer le partenariat. Donc, il y a une vraie complémentarité là pour activer. Et est-ce que vous avez prévu du coup des essais en amont? Enfin, je sais que 2021, 2022, j'en sais rien. Il y a un marathon fictif qui va avoir lieu où il y aura des tests avec certaines startups. Là, il y avait une initiative qui avait été lancée par la ville cette année qui s'appelait Trocadéro 2020, où pendant tous les événements sportifs qui devaient avoir lieu cette année, malheureusement, ils n'ont pas eu lieu pour les raisons qu'on connaît, mais ils installaient une grosse fan zone au Trocadéro. Ça touchait au JO de Tokyo, ça touchait à l'Euro 2020, ça touchait à Roland Garros. Et l'idée, c'est qu'il y avait des startups qui avaient, on avait négocié au niveau Paris & Co. Donc, c'est pas uniquement pour faire des tests grandeur nature. Pour faire pas nécessairement des tests, mais au moins des espaces de démonstration pour des startups qui puissent toucher aux gens, aux citoyens parisiens qui allaient aller assister à ces événements sportifs sur le Trocadéro. Donc, il donnait une visibilité. Exactement. Et donc, ça, c'est une des super collaborations qu'on a faites avec la ville dans ce cadre-là. Malheureusement, ça n'a pas vu le jour pour les raisons qu'on connaît, mais les startups avaient été sélectionnées et ça, il faut le dire aussi. Au niveau Paris & Co, c'est pas que le tremplin qui touche au sujet JO, c'est l'ensemble de l'agence, étant donné que, évidemment, c'est un événement sportif, mais il y a tellement de considérations au niveau des transports, au niveau de la sécurité, au niveau Smart Cities plus large, au niveau des solutions de paiement aussi, de tout ça. Donc voilà, c'est un peu tout Paris & Co. C'est une approche vraiment au niveau Paris & Co. Ouais, puis c'est important d'éduquer les gens là-dessus parce que nous, c'est notre métier, donc c'est facile d'en parler, de comprendre en fait un peu les rouages, mais quelqu'un qui fait totalement autre chose dans sa vie, il a envie de vivre Paris 2024, mais il comprend pas ce qui se passe derrière, et donc d'avoir ces moments un peu vitrine, c'est super important. Bien sûr, et on a aussi des startups, Vogo, tu nommais Vogo tout à l'heure. Vogo travaille déjà sur les JO, ils ont travaillé sur les JO de Pyeongchang, ils doivent, je sais plus comment dire, sur les Tokyo 2020, qui aura lieu en 2021 du coup, mais eux, ils ont un partenariat avec Panasonic, par exemple, qui est un top sponsor, qui est un sponsor au niveau mondial du Comité international olympique. Et grâce à ce partenariat-là que Vogo a avec Panasonic, on comprend beaucoup mieux comment accompagner des startups qui veulent avoir leur solution sur les JO. C'est pas en leur présentant le COJO qui vont signer un deal sur les JO. Exact. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus complexe. Il faut passer souvent par les sponsors. Il faut passer par les institutionnels. Et donc, nous, on a cette compréhension-là maintenant. Donc, on peut guider les startups là-dedans. Vous pouvez les aider. OK. Alors, je suis désolé, je vais te garder 5 minutes de plus et tu m'as fait une super passe décisive pour le dernier topic que je voulais aborder. Tu as parlé de Paris & Co dans sa globalité. Je sais que tu es directeur du tremplin, mais il y a un thème qui m'intéresse parce qu'on a pu en parler un peu avant ce podcast. C'est le fait qu'en fait, vous allez intégrer 3 autres verticales et que tu vas en fait devenir directeur d'un pôle wellness. Exactement. Et ça, c'est très intéressant par rapport à la dynamique sport et puis on va dire sport and entertainment. Bien sûr. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus sur l'aspect justement fitness, mais aussi alimentation, santé et comment tout ça s'imbrique dans un pôle pas sport, purement sport, mais plus wellness. Exactement. Donc, le tremplin, donc oui, c'est effectif depuis la semaine dernière. En fait, je vais garder la direction. Exclusivité sur la source. Exactement. Attention.
Ça fait une semaine. Podcast enregistré le vendredi soir. En exclu pour l'instant. Donc, c'est même pas sur mon LinkedIn encore, tu vois. Donc, mais oui, donc je vais prendre la direction de ce pôle wellness ou bien-être et donc qui inclut le tremplin, qui inclut la plateforme TechCare dans les solutions liées à la santé, qui inclut aussi Smart Food dans l'alimentation durable et aussi un programme de pré-incubation, en fait, qui s'appelle UA. Pourquoi de la pré-incubation? C'est que je vous ai dit, on accompagne chez Paris & Co des projets qui sont normalement à l'étape du prototype. Ouais. Et donc là, la pré-incubation, parce qu'ils sont encore au stade de l'idée, on les aide pendant 6 mois à amener leur idée, à la matérialiser en un produit sur, donc ça s'appelle UA et c'est sur des solutions qui visent les personnes en situation de handicap. Et donc, je prends la direction de ce pôle-là et l'idée, c'est justement de réfléchir de façon moins silotée moins verticale. Et plus transverse sur les thématiques plus générales du bien-être dans la ville, du bien-être en tant que citoyen parisien. Est-ce que comment je peux mieux m'alimenter pour être plus actif et être donc plus en santé? Même si on est en situation de handicap et qu'on n'a pas les mêmes aisances, par exemple. Et cette réflexion, elle vient d'où, en fait, à Paris & Co? Enfin, c'est très intéressant parce que de mon point de vue purement personnel ou sur l'industrie, je vois vraiment aussi un shift point de vue VC, donc investisseurs et venture capital qui ont vraiment... Et d'ailleurs, un de nos prochains invités gère un VC et d'ailleurs a eu une dimension sport, mais maintenant a lancé un nouveau programme qui est plus Smart Cities, donc qui s'intègre aussi dans... Et puis même food. Du coup, je voulais savoir si ça vient vraiment du business ou c'est Paris & Co ou est-ce que c'est une réflexion que vous avez eue vous à l'interne? Enfin, c'est hyper intéressant. Paris & Co, évidemment, on a un plan stratégique, mais ce qui fait vraiment notre force, c'est qu'on est ultra opportuniste et qu'on est très agile, en fait. Okay. Donc, c'est de par nos échanges avec la ville, avec la métropole, avec nos... Mais vous avez des échanges avec des investisseurs, par exemple des places fortes à Londres ou Paris, qui vous disent... Bon, on est intéressé par ces startups ou ces domaines, mais il faut quand même qu'il y ait une implication plus globale. Ou... Nous, la raison pour laquelle j'ai pas énormément parlé d'investisseurs, c'est que c'est pas des clients pour nous. Évidemment, ils font partie de notre écosystème. C'est une partie prenante très, très, très importante. Et donc, oui, mais c'est plus la ville qui dicte le ton. C'est la ville, mais évidemment, on est sensible au discours des investisseurs et on échange régulièrement avec eux. Et c'est clair que nous, il y a quelques années, là, il y a le collectif Sportech qui a été créé justement pour crédibiliser davantage le secteur de la Sportech aux yeux des investisseurs, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on suggérait aux startups, t'es peut-être mieux de te positionner plus comme une startup wellness parce que ça parle beaucoup plus aux investisseurs. Donc, oui, il y a ça. Mais je te dirais que surtout avec la crise actuelle, on réalise à quel point le bien-être, c'est important. Pas juste dans le fait de pratiquer du sport régulièrement, mais bon, c'est un climat qui est très anxiogène aussi. On est aussi, vous aviez déjà anticipé la COVID-19. Écoute, malheureusement, non, on aurait aimé même s'en passer. Mais parfois, et c'est tellement cliché de dire ça, mais c'est un accélérateur d'initiative. Donc, tu sais, il n'y a jamais eu autant d'innovation que depuis les 6-7 derniers mois, je pense. Voilà, et un des sujets qui revient souvent dans nos échanges avec la ville, la métropole, c'est souvent les personnes âgées. En fait, les personnes âgées qui actuellement sont incitées à rester chez elles, à ne pas trop sortir. Évidemment, c'est très problématique. Elles sont de plus en plus isolées. Donc, c'est comment on peut mettre en place des solutions innovantes qui font en sorte qu'elles se sentent un peu réintégrées dans la société parisienne, tout en pensant à leur bien-être physique, mais leur bien-être mental aussi. Donc, j'ai rien, tu vois, c'est que des idées, des réflexions pour l'instant, mais ce sont des thématiques qui sont importantes pour nous. Et je pense qu'il y a des implications sur les 4 programmes du pôle que j'ai mentionnés. David ? Est-ce que tu as un petit mot, une petite question de conclusion ou pas? Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'en plus, ça a été un peu le fil rouge dans notre échange de parler de
Paris Co et pas que du tremplin, et donc justement d'arriver à commencer à créer quelque chose de plus transverse, c'est hyper important. Tu as parlé de Smart Cities et tu sais que j'aime bien ce sujet aussi. Pareil, aujourd'hui la mobilité à Paris est en train d'énormément changer, d'énormément évoluer avec le vélo, avec des transports en commun, etc. Donc pareil, il y a plein de sujets à voir. Donc pour moi ça a énormément de sens et j'espère que ça va donner quelque chose très vite parce que c'est une super initiative. Ben merci, j'en prends la mission et j'en fais ma priorité, David, de te rendre satisfait de nos initiatives. Ah, excellent. Alors JB n'a pas réussi à faire la conclusion, donc on a dû la réenregistrer. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ce podcast. Merci beaucoup d'avoir passé 1 heure avec nous. On a pris beaucoup de plaisir encore à tourner ce nouvel épisode. On se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, si vous voulez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou autre, n'hésitez pas, ça nous fait toujours un peu de visibilité. À bientôt. Le corner.